vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Bernard Poirette sur RTL. 9h39. Maison, jardin, cuisine, brocante, ce dimanche matin, dans cet ordre-là, Églantine, Sébastien, Laetitia et Thierry. Mes amis, bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour Églantine émaillée, malgré le temps et la saison, vous voulez encore nous traîner à l'extérieur pour chiner des choses diverses et variées. C'est ce que vous avez sûrement trouvé. Un lieu qui en vaut la peine, sinon nous on reste au lit et on chine sur les sites internet que vous nous avez recommandés et qui sont en général de bonne facture. Tout à fait, vous avez raison, mais pas de rester au lit, de me faire confiance. Je vous emmène dans une brocante absolument formidable. Le lieu, les objets qu'on y trouve et surtout le brocanteur, tout vaut la peine de vous lever. Ah, qu'est-ce que vous nous avez encore dégoté? Alors déjà, dites-nous où c'est pour commencer. Alors Laetitia, c'est à Saint-Denis-de-Pile, en Gironde, dans le Libournais qu'il faut aller, chez Jean-Michel et sa brocante Le Petit Saint-Michel. Elle a plein de bonnes adresses en Gironde. Alors vous allez voir, petit mais pas moins de 400 mètres carrés en intérieur, 800 mètres carrés en extérieur. Alors c'est Jean-Michel, c'est très rangé ou c'est un vrai Oh là là, c'est un véritable capharnaüm d'objets et de meubles en tout genre, mais pourtant ultra organisé. Je suis allé. Mais dehors, c'est incroyable. Alors personnellement, je n'avais jamais vu un truc pareil. Non, mais on dirait c'est un foutoir sans nom. Tout est laissé à l'air libre, sous la pluie. Les ménagères en faïence sont dans le désordre le plus total, parfois sale, mais c'est en très bon état. Et on y trouve des pépites, des vélos, des baignoires, des portes et même du matériel agricole. Et à l'intérieur, alors là, vous ne savez plus où poser votre regard, tellement il y a de choses. C'est difficile à décrire. Ce sont des salles sans fin où s'amoncellent des lampes à pétrole, du linge, des tableaux, des livres, des jouets. Il y en a Il y en a partout, des meubles, des postes de radio anciens, des bougeoirs, des collections de cafetières. Et je m'arrête là parce qu'en fait, je pense que quoi que vous cherchiez, vous allez le trouver. Je n'ai pas pu tout regarder, c'est trop. Bon, ça a l'air dingue votre truc, mais comment il a fait pour réunir tout ça, l'ami Jean-Michel? Alors, je pense qu'on lui apporte. Ah, mais c'est ça, en fait, tout le monde lui apporte. Parce que Jean-Michel, c'est une star dans sa région. Il a longtemps travaillé dans le quartier de Saint-Michel à Bordeaux, d'où le nom de sa brocante. C'est un ancien compagnon ébéniste. Marché Opus, chaque dimanche matin à Saint-Michel. Animateur de bal populaire, il connaît du monde et ce monde lui ramène quantité de choses. Son rêve depuis toujours à Jean-Michel, c'était la brocante, pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux autres. Il voulait être capable de fournir les perles rares dont rêvent ses clients. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'à baisser pour en trouver. C'est vrai aussi qu'il est souriant et chaleureux, le bonhomme. C'est bon ça. Et en plus, il connaît parfaitement l'histoire de ces objets, de leur matière, c'est une véritable encyclopédie. Alors, Églantine, vous disiez que ce capharnaüm géant était quand même organisé. Alors comment on fait pour s'y retrouver dans ce souk pas possible? C'est ça qui est assez drôle. Ça paraît impossible. Mais en fait, il vous suffit de poser la question. Jean-Michel, il a une mémoire d'enfer, c'est impressionnant. Il faut l'entendre répondre aux clients qui passent. Un sucrier en fer blanc de couleur bleue, au fond à gauche sur la 3e étagère. Les nappes anciennes à l'étage, entre les berceaux, en osier et les bougeoirs. Vous cherchez un buffet ancien, je vous emmène dans mon dépôt à midi. Ça vous va? Parce qu'il a en plus un autre dépôt. Eh ben oui. Non, mais pourquoi c'est s'imiter, énorme, franchement? Il a un dépôt de 1500 mètres carrés supplémentaires qui se visite sur rendez-vous, mais rendez-vous, vous avez vu, qui se prend très facilement. Franchement, c'est un lieu étonnant. Idéal aussi si vous avez des travaux à faire et que vous avez envie de matériaux anciens. Il a de tout. Et c'est pas ça m'a donné envie là. Alors, on va chez Jean-Michel et après, quand on a trouvé des merveilles, on va déjeuner par exemple à Saint-Émilion, c'est pas très loin. Ah oui, c'est dans le même coin. À peu près, Sébastien Demorand. On poursuit avec vous en ce dimanche matin ce que vous appelez votre green cuisine, la cuisine verte. La rime est un peu pauvre, mais ça ne signifie pas que l'assiette est triste, loin de là. Ah bah non, je vous l'ai dit, végétarien ça fait du bien, je vous l'ai mentionné hier, et ça peut être sexy, gourmand, donc il n'y a aucun problème. Et figurez-vous, c'est une nouvelle fois notre ami Thierry qui m'a donné envie de m'y recoller, car vous vous souvenez qu'on a parlé tout récemment de ces petits poireaux de maraîcher tout fins. Voilà, les petits poireaux crayons qu'on peut quasiment, moi ça m'arrive de les manger crus ou allez, on va dire tiédis très rapidement. C'est ça, la vinaigrette, c'est trop bon. Alors on va l'associer à ce petit poireau. Artichauts là avant. C'est bon ça, tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Délicieux. Petit poireau crayon associé à une céréale délicieuse qui est toujours présente sur mes étagères au Bel Ordinaire parce que je l'adore. Elle est fastoche à préparer, c'est le petit épeautre. C'était le blé des Gaulois. C'est ça. Je crois me souvenir que celui de Haute-Provence, il est célèbre, il n'y a pas une appellation. Il a une appellation, absolument, mais il est cultivé, vous le savez, Thierry, ailleurs également. Le mien, il vient en l'occurrence d'une ferme bio qui est un petit peu plus au nord, dans la vallée du Rhône. Moi, j'adore le faire en salade. C'est ce que je vais d'ailleurs vous préparer dans une petite seconde. Moi, j'aime beaucoup, on l'a fait en garniture avec un bon jus de viande ou une crème de légumes. On avait fait ça avec une crème de topinambour vachement bien. Dans des soupes un peu épaisses avec des gros morceaux de légumes. Quelques petits grains comme ça
à la volée, c'est rustique, comme on fait parfois en Toscane. Et c'est là-bas aussi, en Italie, dans cette région de Toscane, qu'on en fait ces salades qui sont hyper faciles, hyper nourrissantes. On se fait une razzia de protéines, quand même. Hein, ça nourrit son âme. Des acides aminés, ça fait pas de mal non plus. Ok, on est convaincus. Moi, j'ai le stylo, je note. Allez-y. Alors, on y va. Alors, donc, c'est une salade églantine qui va être tiède, froide, hyper légère, pas trop grasse. Hein, pas trop grasse. Et c'est rien du tout à faire. Ce qu'il faut, c'est évidemment commencer par cuire vos céréales dans un bouillon de volaille pas trop corsé. Vous suivez les indications sur le paquet. C'est assez long, sachez-le. Hein, petite ébullition, 40-45 minutes. Facile. Oui, absolument. Ah, oui. Alors, parallèlement, une petite gousse d'ail rose. Hein, vous allez émincer l'ail, vous le pressez évidemment, hein, ça va sans dire, et vous émincez quelques petits poireaux au crayon en tronçons fins, là, comme je vous ai expliqué. On garde que le bon. Hein. Les parties les plus tendres, Thierry. Hein, le blanc, ça va sans dire, et la partie vert clair. Voilà. Tout ça sauté à feu très très vif à l'huile d'olive pendant 5-7 minutes, juste pour attendrir les poireaux et cuire un tout petit peu votre ail. Alors, basta. Hein. Un peu de persil, ça ferait pas de mal pour équilibrer l'ail qui n'est pas toujours C'est une apprécié. excellente idée, Thierry. Il en faut, on va en mettre plein. On hache grossièrement les feuilles d'un demi-bouquet de persil plat. Votre épeautre, maintenant, vous les goûtez, vous le laissez tiédir, puis vous allez assembler dans un saladier l'épeautre, les poireaux, le persil. Vous arrosez avec jus et zeste d'un citron jaune non traité, quelques grosses giclées d'huile d'olive. Vous poivrez généreusement un tout petit peu de fleur de sel. Et au dernier moment, au moment de servir, vous allez parsemer chacune de vos assiettes avec de beaux copeaux de parmesan que vous allez tailler comme ça à l'économe. C'est fabuleux, non? C'est une heure de boulot à tout casser maximum, Laetitia, pour une recette qui est sympathiquement verte, nutritive, très très peu calorique. Nos estomacs disent merci. Oui, merci. Ça leur arrive. Merci, tonton Sébastien. Et la suite de Maison Jardin Cuisine dans un instant. Un ascenseur à linge sale. Mais qu'est-ce qu'elle a inventé encore? J'adore l'idée. C'est super Quant à pratique, ça. Thierry, il nous apporte de petits tubercules très laids qu'il a récoltés dans son potager. J'espère que pour le bétail. beaux, ils C'est vrai que sont c'est bizarre, bons. hein, son À truc. tout de suite. Maison, jardin, cuisine, brocante. Sur RTL. 9h46. Suite et fin de Maison Jardin Cuisine Brocante avec d'abord Laetitia Lallet. Qu'est-ce que c'est que cette déco ou cette pratique, Laetitia? Peut-être les deux. En tout cas, on se demande bien ce que c'est qu'un ascenseur à linge sale. Moi, ça m'a l'air génial. J'ai compris. Moi, je suis sûr que je sais ce que C'est un truc qui va nous éviter de descendre notre linge. Exactement, c'est quelque chose qui va vous rendre de grands services, surtout aux personnes qui ont la chance d'être en maison et d'avoir la machine à laver à la cave. Alors, pourquoi c'est une chance dans ces cas-là, la maison? Ah bah attendez, fait pas de bruit. avoir une maison c'est déjà une chance, Oui, que la machine n'encombre pas la cuisine ou la salle de bain comme bien souvent en appartement, c'en est On est une d'accord. autre. Mais bon, on peut pas être que verni. Voilà. Le problème quand on est en maison avec la cave, c'est Il qu'on faut doit descendre le linge. le linge sale. Moi, mes chambres, elles sont au 2e étage, je les emmène jusqu'au sous-sol, ça fait 48 marches. c'est énorme. Moi, j'en ai un peu moins, mais c'est aussi chiant, je vous l'accorde. L'idée, c'est de faire une espèce de passe-plat pour les chaussettes sales. Exactement. Voilà. Ah ouais, c'est presque ça, voilà. Oh oui, en quelque C'est sorte. très simple à faire. Le seul truc, c'est qu'il faut y penser en même temps que les travaux. Oui. Vous Ouais. demandez à votre entrepreneur de faire passer une gaine d'évacuation qui part de la salle de bain pour atterrir à la cave. Cette gaine d'évacuation, vous la verrez pas. Elle sera dans les murs, d'accord? Et vous aurez par exemple, au bout de votre baignoire, un cercle avec un couvercle. Oui. Lorsque vous soulèverez le couvercle, vous balancerez le linge qui ira direct à la cave et qui tombera à côté du lave-linge. C'est de la Et bientôt, magie. le lave-linge sera déjà ouvert et ça s'attendra directement dedans. Mais ouais. Il y a un mec qui attend en bas et qui fait tourner. Ça fait comme un toboggan pour le linge, quoi. Voilà, c'est une astuce qui prend pas de place, qui évite les trajets dans les escaliers. Et en plus, vous verrez que les enfants, ils adorent ça. Ils sont ravis de lancer leurs vêtements sales. Enfin, ils sont par ce capables trou. d'essayer de passer dans le C'est trou pas aussi. faux, oui. C'est Non, ça. mais le trou, il est très étroit. Ah oui. Il fait quoi, Mais 30, c'est pas 40 dangereux pour les mômes, mais il n'y a pas de risque Non. de chute, diamètre. hein. Non, il n'y a D'accord. aucun danger, si ce n'est de retrouver peut-être parfois, effectivement, une petite voiture ou une petite poupée qui est Ou alors passée une dedans. enclume quelconque. On ne sait jamais avec les mômes, vous savez. Alors, le couvercle, vous le fabriquez tout simplement avec une planche de médium. Vous dessinez un cercle. Et puis, pour la poignée, vous faites passer une grosse corde, par exemple. C'est vraiment super simple à réaliser si vous êtes en phase Voilà, de travaux. il faut construire la Parce que maison autour du truc, Ouais, hein. parce que Oui. l'entrepreneur, il va cacher la gaine, tout comme les autres, dans les cloisons. C'est juste une Et gaine pour de ceux plus. qui n'ont pas de cave, alors L'idée, c'est d'installer un lave-linge et sèche-linge l'un sur l'autre dans un placard, Oui. à côté de votre salle de bain. Oui. Ça sera plus discret que sous le plan de travail de la cuisine. Pour les enfants, je peux vous donner une idée de bac à linge qu'ils utiliseront. Je vous Non, promets. ils continueront quoi que vous faites à laisser traîner ça dans leur chambre. Non, en boule. Églantine, vous allez voir, vous allez suspendre un panier de basket derrière la porte de leur chambre. Vous allez coudre le bas du panier. Les gamins jetteront leur linge sale en jouant et ils
traînera plus par terre. Remarque, ça peut marcher. C'est pas idiot. Mais, et après, comment je le récupère, le linge? Il faut que je monte sur une chaise? Non, bah quand même pas. Non. En fait, quand je dis coup de l'extrémité, il faut plutôt faire une fermeture avec un nœud coulissant. Mais sachez que le panier basket linge sale, ça existe. Ça se trouve dans le commerce à partir de 20 €. Ouais. À partir de 20 €, donc c'est vrai que c'est pas cher. C'est pas bête, ça. Thierry Denis, vous nous avez apporté de petits tubercules très moches et très secs que vous avez récoltés dans votre potager. Je ne vous félicite pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? C'est pas très joli. C'est quoi déjà? Ils sont passionnants, ces petits tubercules. Ce sont des tubercules de la glycine tubéreuse, aussi appelés très joliment haricots patates. Haricots patates. Alors, son vrai nom savant, c'est Apios americana. Cette plante nourricière pousse à l'état sauvage en Amérique du Nord jusqu'au Canada. Elle est bien connue et appréciée des Indiens, notamment des Sioux et des Iroquois. Comment la décrire, votre glycine tubéreuse là, On dirait une espèce de haricot. Ouais. C'est un chapelet. Voilà. Ouais, un Un chapelet. chapelet, ouais, c'est pas mal. Alors ça, ce sont les tubercules que vous décrivez. Moi, je pense à la plante, celle que l'on voit à l'extérieur. d'accord. Ça ressemble donc à un haricot grimpant de 2 bons mètres de haut, avec de très jolies fleurs pourpres, parfumées en fin d'été, qui ressemblent à celles d'une petite glycine. Bon, les tubercules, vous avez vu, ils sont même pas gros comme un abricot, mais ils sont reliés les uns les autres, comme des perles d'un chapelet. Voilà. Et ils se forment dans le sol tout près de la surface, et donc c'est très facile à récolter. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est bon ou pas? Je ne connais pas. Alors, les premiers colons français et anglais qui sont arrivés en Amérique du Nord se sont jetés dessus. À l'époque, il est vrai, il n'y avait ni céréales, ni pommes de terre au Canada. Bon, ces tubercules se cuisent comme des pommes de terre. Je trouve ça plutôt bon, accompagné de crème fraîche. Mais vous aurez certainement d'autres bonnes idées, Sébastien. Je sais pas, on va essayer. Alors, les Indiens, ça c'est assez amusant, ils les conservent et les consomment aussi crus dans du sirop d'érable. Et cette chose-là a été mise en culture en Europe comme le maïs et la pomme de terre qui viennent aussi des Amériques. Tout à fait, dès le XVIIe, ainsi qu'au Japon. Alors, les Japonais l'ont tout de suite adopté et en cultivent beaucoup encore aujourd'hui. Alors en Europe, l'accueil a été mitigé. Pourtant, ces tubercules ont bien des avantages. Ils sont 3 fois plus riches en protéines que les pommes de terre. Et en plus, la glycine tubéreuse enrichit naturellement le sol en azote, donc pas besoin d'engrais. Et il y a des parasites, des maladies à redouter? Pas que je sache, bon, sauf les limaces quand la glycine sort de terre au printemps. Alors, un point qui va vous intéresser, Églantine, cette glycine nourricière se cultive très bien en bac sur un balcon. Mais dites-moi, alors si elle a autant de qualité, pourquoi on l'a snobée en Europe? Alors, il y avait un truc. Peut-être qu'on n'avait pas compris qu'il s'agit d'une plante vivace et durable, mais qui donne, c'est vrai, une récolte dérisoire la première année. Mieux vaut alors ne pas y toucher. C'est seulement à partir de la 3e année que l'on remplit son panier. Ensuite, il suffit juste de ne pas tout récolter et de laisser une partie des tubercules dans le sol pour maintenir la récolte à un bon niveau, d'année en année. Au risque d'ailleurs de se faire parfois un petit peu envahir. Un peu comme avec les topinambours, donc si je comprends bien. Et ces tubercules, est-ce qu'ils sont faciles à trouver? Je suppose qu'on a envie de les trouver. Moi aussi, Dans les bons catalogues de vente par correspondance de semences potagères chères à la Sébastien. Bible de Sébastien. Merci Thierry. J'avais pas repéré ça encore. Ça vaut combien alors? 7 € le tubercule. Ah, quand même. Ce qui est un peu cher à mon humble avis. Ils sont à planter Thierry, en il en a mars et apporté, vous pouvez les planter. Ils sont pour vous. Ils sont pour moi, c'est bien. Il faudra qu'on goûte. D'accord, ça me fait envie, clairement. Merci beaucoup, mes amis, pour toute votre science. C'est allé ainsi sur une radio très grand public de l'Hexagone. Je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à vous, Bernard. Amusez-vous bien, samedi prochain. Adieu.